Bonjour, nous sommes le dimanche 3 mars 2019 et aujourd'hui je vais vous parler essentiellement d'un article, un article qui est apparu avant-hier, 1er mars, dans le Washington Post, et ça s'appelle « In America, talk turns to something unspoken for 150 years, civil war ». En Amérique, aux États-Unis, on se met à parler de quelque chose dont il n'a pas été question pendant 150 ans, la guerre civile. Et c'est le premier article que je vois véritablement consacré aux États-Unis au thème de la guerre civile. Je suis allé voir par curiosité quand, dans mes chroniques sur M. Trump, j'ai commencé à utiliser l'expression de guerre civile. Et c'est il y a pas mal de temps, c'était le 12 janvier 2017. Et je parlais de quoi? Je parlais de l'intervention de Mme Meryl Streep aux Golden Globe Awards. Vous savez, ces prix donnés dans le cadre du cinéma peu de temps avant les Oscars, un certain nombre de films, un certain nombre de vedettes. Et à ce moment-là, Mme Meryl Streep avait parlé de quelqu'un qui était au pouvoir depuis un certain temps, et elle a dit je n'aurais jamais imaginé que dans mon pays, je verrais un président de la République, un président du pays, mimer, caricaturer un reporter, un journaliste handicapé pour faire rire son public. Et elle a été attaquée violemment par la presse d'extrême droite, celle qui soutient Trump. Mais c'était la première fois que les Américains, je dirais, qui étaient dans une certaine stupeur depuis l'élection de leur président, réagissaient aussi violemment. On était encore, bien entendu, qu'au tout début de la présidence de Trump. Mais le ton était donné. Voilà, quelqu'un avait rompu le silence et dit il se passe quelque chose d'affreux. Il y a quelqu'un à la tête de notre État qui est quelqu'un en lequel on ne peut pas se reconnaître. Ce qui conduit le Washington Post, donc plus de 2 ans après moi, à parler de guerre civile aux États-Unis. Ce sont des propos que j'ai promis d'ailleurs que vous allez vous traduire. Ce sont dans les remarques de conclusion de M. Michael Cohen lors de sa déposition devant le comité de surveillance du Congrès américain, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale là-bas, il y a quelques jours. Et vous verrez dans ce texte que je reproduirai, j'ai mis un peu de temps à trouver le texte complet, mais je vous mettrai ça tout à l'heure. Il dit étant donné mon expérience d'avoir travaillé pour M. Trump, j'ai peur que s'il perdait les élections de 2020, qu'il n'y aurait pas un transfert pacifique du pouvoir. Monsieur Cohen dit à propos de Monsieur Trump que c'est un séditieux qui ne reconnaîtrait pas le fait que qu'on aurait voté pour un candidat qui n'est pas lui. Ça correspond fort à sa personnalité. Il fait partie de ces pervers narcissiques qui ne peuvent pas imaginer que l'admiration ne soit pas unanime envers lui. Et il ne pourrait pas croire que le peuple a véritablement, sans tricherie, voté pour quelqu'un d'autre. On se souvient qu'à l'époque des élections en 2016, qui avait conduit à son élection, il n'avait, à la question de savoir s'il reconnaîtrait la victoire de la candidate qui lui était opposée, il n'avait pas répondu à la question, ce qui avait conduit M. Obama à dire que ce silence sapait les institutions démocratiques. Ce qui conduit aussi à cet article du Washington Post, c'est une déclaration d'un monsieur qui s'appelle diGenova, qui est un ancien procureur
dans Washington DC, le District of Columbia, qui est en fait ce n'est pas un État, c'est un district spécifique de la capitale des États-Unis. Il a été procureur là. C'est un grand complotiste conspirationniste, mais il s'est fait remarquer l'autre jour en disant je vote bien entendu, mais j'achète aussi des armes. Ce qui conduit en particulier M. Robert Reich. M. Robert Reich a été ministre du Travail aux États-Unis. J'attache toujours beaucoup d'intérêt à ce qu'il dit. Je le cite en particulier dans le livre où j'annonçais la crise des subprimes, la crise du capitalisme américain, parce que il était une des très rares personnes à l'époque à avoir des analyses comparables aux miennes. Il est professeur à Berkeley maintenant. Monsieur Robert Reich attire l'attention sur le risque de guerre civile aux États-Unis. Donc voilà, nous sommes tous les deux à avoir annoncé la crise des subprimes et nous sommes tous les deux maintenant à parler d'un risque sérieux de guerre civile aux États-Unis. Un sondage a eu lieu, c'était en octobre 2017. On a posé la question aux Américains de savoir s'ils pensaient qu'une guerre civile était possible dans leur pays. À ce moment-là, il faudrait refaire le sondage d'ailleurs, 31% des Américains disaient que c'était une possibilité. Autre personne qui considère que la possibilité existe, c'est M. Steve Bannon. Vous le savez, la personnalité d'extrême droite qui a été conseiller de M. Trump à la Maison-Blanche, après avoir été impliqué dans la campagne électorale. Une personnalité d'extrême droite qui continue sans doute d'être une des influences majeures sur M. Trump, bien qu'il ait dû quitter la Maison-Blanche. Vous le savez, c'est un monsieur qui s'active aussi en Europe à essayer d'unifier les extrêmes droites, voilà, qu'il s'agisse de monsieur Nigel Farage, qu'il s'agisse de madame Marine Le Pen. C'est un monsieur très actif de ce côté-là. Et lui aussi considère le risque de guerre civile comme grand. Il dit 2019 est une année où le risque de guerre civile est aussi élevé qu'en 1860, c'est-à-dire à un an de la guerre de sécession, et plus grand, dit-il, qu'à l'époque de la guerre du Vietnam. Donc les Américains commencent à se rendre compte qu'il y a de la polarisation qu'il y a dans leur pays et du danger que cela représente. En particulier du fait que, vous l'imaginez bien, il ne s'agit plus dans ce cas-ci simplement d'État, comment dire, de partager la carte des États-Unis en sud et en nord, comme c'était le cas durant la guerre de sécession. Les choses sont plus compliquées, même si la polarisation n'apparaît, je dirais, que dans les statistiques générales sur le pays. En fait, les zones sont extrêmement bien délimitées. Il y a effectivement, comme au temps de la guerre de sécession, il y a des États avec une très très grande majorité de la population est opposée à M. Trump, et des États où la grande majorité de la population est en sa faveur. Et essentiellement, c'est le partage monde rural contre monde urbain, ce que les Américains appellent aussi freshwater et saltwater, eau salée et eau douce, qui correspond au fait que l'eau qu'on trouve c'est essentiellement dans la rivière ou dans la mer. Et donc deux zones essentiellement anti-Trump qui sont la côte est, je dirais au bord de l'eau, en allant de Maine jusqu'à Washington sans doute. Ensuite on arrive dans des endroits plus sudistes, plus partagés, comme les Carolines, la Virginie, la Géorgie, la Floride. Un grand centre urbain, bien entendu aussi, Chicago, et de l'autre côté, voilà, tous les États côtiers, où je crois, aussi de bon souvenir, il n'y a plus de représentants, il n'y a plus de congressistes, il n'y a plus de députés en faveur de Trump dans toute la zone côtière
de la côte ouest, État de Washington, Oregon, Californie, partage donc géographique important. La difficulté dans une guerre civile, c'est que vous le savez, les partisans de Trump sont des gens surarmés, et comme se dit ce monsieur Genova, voilà, aux partisans de Trump, acheter des armes. Le risque que souligne Robert Reich, et aussi d'ailleurs M. John Dean, qui était la personne qui avait véritablement vendu la mèche à l'époque du Watergate, c'est la difficulté pour le pays, c'est s'il y a une procédure de impeachment, de destitution du président qui est lancée, et que sur Fox News, qui est donc la chaîne de télévision qui le soutient énormément, qu'il soit dit à ce moment-là que quelqu'un lance un appel, ce qui n'est pas impossible, puisque c'est déjà pratiquement fait par ce monsieur Di Genova, que quelqu'un dise descendez aux partisans de Trump, descendez donc dans la rue. À ce moment-là, on aurait véritablement, bien entendu, une situation où, à la moindre étincelle, cette polarisation qui existe dans la population pourrait apparaître en surface. Une fois de plus, quand je parle des États-Unis, chers amis, n'oubliez pas une chose, c'est que ce qui se passe aux États-Unis et qui nous paraît en général extrêmement étrange et qui n'arrivera jamais chez nous, comme les McDonald's ou Halloween, vous le savez bien, c'est ce qui se passe chez nous 10 ans plus tard. Les États-Unis, c'est l'Europe. Ceux qui ont, en spoliant d'ailleurs les gens qui étaient là et en emmenant des esclaves avec eux, ceux qui ont créé les États-Unis et dont la pensée inspire toujours la manière dont fonctionne ce pays, c'est nous les Européens. Ce sont d'une certaine manière, à l'époque, au XIXe siècle, essentiellement, il faut bien le dire, les Européens les plus entreprenants, pour des raisons économiques ou autres, sont allés se mettre là-bas. Lisez M. Tocqueville, là c'est encore avant, c'est au XIXe siècle, mais il voyait déjà bien tout ça en train de se mettre en place. Donc ne mettons pas les États-Unis entre parenthèses, ça vient très très vite. Moi j'ai connu, je suis vieux bien entendu, j'ai connu l'époque où on disait aux petits-enfants que les hamburgers, jamais ça n'existerait chez nous. Bon, je vais terminer là-dessus. Un peu d'actualité, vous l'avez vu, je prévois de publier donc ma saga sur mes analyses sur M. Trump et l'Amérique. Le premier volume est le premier tome est pratiquement prêt, je suis en train de travailler au second. Le troisième, je l'alimente tous les jours, il n'a pas encore la taille d'un volume, mais je suis sûr que même si M. Trump devait, et je prie le ciel pour cela, devait démissionner demain, il y aura encore quand même pas mal de choses à dire avant de clôturer tout ça. Et alors, vous le savez aussi, en arrière-plan, mes aventures, mon journal de Californie, voilà, j'ai écrit 2 romans en 2003, dont il n'a jamais été question vraiment de les publier, sauf tout à fait récemment. Et donc le numéro 2 paraît au mois de mai. Le mois de mai, c'est dans 2 mois. On est en train de travailler à des choses comme la 4e de couverture. Je vous ai déjà montré la couverture qu'on a retenue. Je vous montrerai aussi un jour ou l'autre les 2 autres projets qui étaient très 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 beaux aussi. Et là, c'est quoi? C'est ma vie en 2003 aux États-Unis. Vous savez, j'ai vécu là 12 ans de suite en Californie. C'était quoi? 97 à 2009. Et j'ai vécu, voilà, c'est pas les aventures d'un Français ou d'un Belge aux États-Unis, non, c'est les aventures d'un Américain qui parle français. Voilà, mais je vous montrerai d'ailleurs, j'ai publié, je crois, un bout de chapitre une fois ici sur le blog. J'ai publié un bout de chapitre de ce roman et je vais vous le remettre comme bonne feuille, comme on dit, de cette histoire. Nous vivons dans un monde troublé, un monde en déséquilibre. L'instabilité, à mon sens, ne va pas s'arranger demain, elle va s'installer de plus en plus.
Et je vais continuer à essayer de jouer le rôle que je joue pour vous depuis 2007, c'est-à-dire d'être là, un témoin qui réfléchit et qui a plus de temps que vous pour réfléchir. Parce que voilà, il y a les enfants à aller chercher à l'école, il y a la pitance à gagner. Moi, je dois gagner la mienne aussi, mais je m'arrange. Allez, sur cette bonne note, un peu, comment dire, un peu sceptique quand même, je vous laisse et à bientôt.